Lorsque vous développez un nouveau modèle d'apprentissage supervisé en machine learning, en général, vous vous rassurez que le modèle a non seulement de bonnes performances sur une base de données d'apprentissage qui sert à construire le modèle, mais aussi et surtout, vous validez, vous vérifiez que le modèle a de très bonnes performances sur une base de données indépendante qui n'a pas été vue lors de la phase de construction du modèle. Vous vérifiez que les performances du modèle sont également bonnes sur la base de test. C'est ça le principe classique de la plupart des méthodes de validation croisée qu'on a vu dans la vidéo d'hier. On en a plusieurs. On a vu la validation croisée hold out, train test split. On a vu scaffold. On a vu leave one out. On a également vu la validation croisée stratifiée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de façon pratique comment vous pouvez mettre en place toute cette méthode en Python et surtout, on va parler des avantages et des inconvénients de chaque approche. Je vous laisse avec le notebook et on se retrouve juste à la fin de la vidéo. Nous allons voir ensemble dans cette démo comment mettre en place les différentes techniques de validation croisée, les avantages, les inconvénients, les conditions d'utilisation, en utilisant la base de données d'une banque portugaise qui est disponible en ligne. Le lien est en description. En gros, la banque a fait l'enquête auprès de ses clients pour identifier les clients qui sont susceptibles de souscrire à un dépôt à terme. On a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus pour pouvoir voir comment est-ce qu'on met en place une régression logistique. Donc ici, on va uniquement se concentrer sur la partie cross-validation. Si vous voulez voir les vidéos sur la régression logistique, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche juste à la fin. Donc regardez d'abord cette vidéo avant d'aller voir les autres. Ça peut se voir de façon indépendante. Donc on commence bien sûr par importer les packages. Ici, on va utiliser Scalon pour pouvoir faire les différentes techniques de validation croisée. Ici, j'ai mis train test split, ça c'est la validation croisée rollout. Vous avez scaffold, vous avez stratify scaffold, leave one out. Il y a même leave pay out. Vous avez également cross-val score qui va vous permettre d'implémenter en fait les différentes techniques de validation croisée. Là, ici, c'est l'importation de la base de données. On affiche les premières lignes pour pouvoir voir les structures de la base de données. On a l'âge, on a l'emploi, le statut marital, le niveau d'éducation. Est-ce que le client a fait défaut? Est-ce qu'il y a un crédit immobilier? Bref, il y a pas mal de variables avec la variable d'intérêt juste ici. On renomme les colonnes, je ne vais pas insister là. Ici, on va diviser la base de données en variables qu'on souhaite expliquer ici, qui est la réponse à la campagne, et l'ensemble des variables qui sont dans le modèle, toutes les variables explicatives comme l'âge, la profession, la situation familiale, le niveau d'études, le défaut de crédit, solde bancaire, prêt immobilier, prêt personnel. Ici, on va faire un get dummies pour pouvoir transformer toutes les variables qualitatives comme la situation familiale en variables binaires 0, 1, profession, situation familiale, niveau d'études. Ici, on supprime la première modalité de la variable qui sera créée pour pouvoir éviter ce qu'on appelle la multicollinéarité. Sinon, la matrice ne sera pas inversible lors de l'estimation des paramètres. On ajoute la constante dans notre modèle, on réaffiche, vous voyez, j'ai mis la constante, c'est 1 partout. Et toutes les variables dummies ont été créées ici. Par exemple, profession, mon emploi est 0, situation familiale 1 et 0. OK. On crée le modèle de régression logistique. Donc ici, on commence toujours par instancier un objet de la classe Logistic Regression de Scalon. Dans les dernières vidéos, on avait vu comment faire une régression logistique avec StatModel. Ici, on le fait avec Scalon. On instancie un objet de la classe Logistic Regression. On va commencer tout de suite avec la première méthode, la validation croisée. Avant de parler des avantages et des inconvénients, je vous montre comment ça se fait en Python. Ici, dans Model Selection, qui est disponible dans Scalon, vous avez train test split, c'est ce qu'on utilise depuis dans les vidéos précédentes. Là, on va prendre la métrique qui va nous permettre de vérifier les performances du modèle. Ici, on va se baser sur l'accuracy, la précision du modèle. Pour pouvoir appliquer train test split, ici, vous voyez, Xtrain, c'est l'ensemble des variables explicatives de la base d'apprentissage, c'est-à-dire les variables sur lesquelles on va entraîner la règle. Xtest, ce sont les caractéristiques de la base de test. Ytrain, la variable à prédire, c'est-à-dire la réponse à la campagne sur la base d'apprentissage, et Ytest sur la base de test. Si nous avons la fonction train test split, on met ici entre parenthèses la matrice des X avec l'ensemble des variables explicatives. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comme ça vous verrez. Tac. Le X, ça ressemble à ça en fait. Vous avez uniquement les variables explicatives incluant la constante. Et le Y qui est juste ici, c'est la variable à expliquer, la variable qu'on souhaite prédire qui va prendre 0, 1. C'est ça ici, le Y 0, 1. Si le client a souscrit au dépôt à terme. Ici, test site, c'est pour préciser quelle est la taille de la base de test que je vais inclure dans ma validation croisée hold out. Souvenez bien, hold out, on divise en deux.
train et test. Ici, je mets le pourcentage, ça peut être 80-20. Là, je vais mettre du 80-20. Random state, c'est pour fixer la graine, pour vous rassurer que si je relance ce code une deuxième fois, j'aurai exactement le même résultat. Donc, je choisis ici la graine pour pouvoir stabiliser les résultats à chaque lancée. On entraîne le modèle avec un modèle.fit. Modèle, c'était ça. C'était cette régression logistique ici. Avec un modèle.fit, on met xtrain, ytrain. Donc, le modèle a été entraîné uniquement sur les données de la base d'apprentissage. Pour voir si le modèle fonctionne, on va prédire sur la base de test ici. Vous voyez, y pré-test, x test ici. Ensuite, on calcule l'accuracy, la précision sur la base de test. Et c'est ça qu'on affiche là. C'est ça la validation croisée ou hold out. Comme je l'ai mentionné ici, c'est une méthode qui va être simple, qui est souvent utilisée pour pouvoir évaluer les performances en machine learning. L'avantage, c'est que c'est rapide. Vous voyez, on a juste une ligne de code, quoi. On fait des train test, on a déjà la base de données de façon aléatoire. Ça permet d'évaluer les performances du modèle sur une base de données indépendante, comme on a fait ici sur la base de test. Cette approche est très utile si vous avez un jeu de données qui est assez large. En fait, si vous avez, par exemple, 100 observations et que vous faites 80-20, vous voyez que vous n'avez pas assez d'observations pour pouvoir faire le modèle. Donc, privilégiez cette approche lorsque vous savez que vous avez suffisamment d'observations. Maintenant, en termes d'inconvénients, premier inconvénient de cette approche, c'est que lorsqu'on divise le jeu de données en deux, cela peut entraîner une perte d'informations. Lorsqu'on fait un modèle de machine learning, on doit toujours se rassurer que on travaille sur une base de données qui est représentative du phénomène qu'on étudie. Donc, le fait de diviser déjà en deux nous fait perdre une bonne partie de l'information qui aurait permis d'améliorer les performances du modèle. Si l'ensemble de données test est trop petit, les performances du modèle peuvent être surévaluées ou encore sous-évaluées. C'est pour ça qu'il faut choisir la bonne taille. Et si la division est mal faite, on peut conduire à un biais de sélection. Donc, pour éviter ce biais de sélection, n'hésitez pas à tester cette approche plusieurs fois. En gros, au niveau de la graine, vous pouvez faire une boucle qui va incrémenter la graine et tester plusieurs divisions et vous analysez l'évolution des performances du modèle en fonction de la graine choisie. Cela vous permet de vous rassurer que le modèle que vous avez choisi n'a pas un biais de sélection lié à l'échantillon. Je vous montre comment ça marche globalement. En fait, ici je vais faire une boucle fois quoi. Je vais faire mon train test split et je vais changer plusieurs graines pour faire en sorte que à chaque fois, l'échantillon généré change de telle sorte que je vais me rassurer que les performances que j'ai ici, un accuracy à 89% que j'avais ici, n'est pas lié à la sélection de la graine que j'ai choisie ou bien de l'échantillon. Pour ça, je vais faire plusieurs itérations. Je vais en faire 10. Vous pouvez faire 100 comme vous voulez. Ça dépend du temps de calcul que vous avez. Je vais en faire plusieurs. Entraîner le modèle, prédit sur la base de test et calculer l'accuracy que je mets dans un tableau. Et là, pour toutes les itérations, j'ai calculé en fait l'accuracy sur les différentes bases de données. Et vous voyez bien l'évolution. Si vous constatez bien, l'accuracy sur les 10 tests que j'ai réalisés varie entre 89% et 90%. Là, vous avez l'impression que ce n'est pas stable, mais plutôt sur une échelle. C'est juste un point de différence, c'est pas énorme. Donc ici, on peut dire que les performances de mon modèle sont très stables. Ça ne dépend pas de la graine fixée parce que on varie entre 89% ici et 90% à peu près. Donc c'est juste un point de différence. En moyenne, l'accuracy est de 90%. Ça montre un peu une certaine stabilité. Donc lorsque vous utilisez l'approche hold out, n'hésitez pas à faire ce graphique pour vérifier que le choix de l'échantillon n'a pas d'impact sur la performance de votre modèle. Ici, on peut conclure que le choix de l'échantillon n'a pas trop d'impact parce qu'on a des performances qui ne fluctuent pas beaucoup. Là, c'est juste une illusion de graphique, sinon ça ne fluctue pas beaucoup. Donc voilà la validation croisée, hold out. On a juste fait une division train test 80-20, mais par contre, il peut y avoir un risque que la représentation n'est pas la même entre la base train et la base test. Par exemple, ici, vous vous rendez compte que sur la base de train, par exemple, on a 11% des clients qui étaient prêts à souscrire au crédit à dépôt à terme, mais par contre, sur la base des tests, on a 12%. Il y a un léger changement, c'est un changement quand même, mais parfois, en pratique, en entreprise, on a souvent besoin que la base de test ait exactement les mêmes répartitions que la base d'apprentissage. Pour faire cela, vous avez un deuxième type qui est la validation croisée stratifiée. En gros, je veux me rassurer que sur la base d'apprentissage et sur la base de test, j'ai exactement la même répartition en termes de variables que je souhaite expliquer. Ça peut être variable explicative. En gros, si vous avez des variables de représentativité que vous souhaitez faire apparaître dans les deux bases, vous pouvez rajouter une option Stratify. Je vous montre ça tout de suite, comment on le met en Python ici.
Stratify, vous voyez, il fait toujours train test split, mais il y a l'option Stratify que je rajoute ici. J'ai fait la stratification en fonction de la variable cible X, Y. Vous pouvez également la faire avec une autre variable, n'importe laquelle, mais l'idée, c'est que dans l'échantillon que j'aurais mis en place, on a les mêmes répartitions sur les deux bases de données. Lorsque j'exécute, j'ai un modèle avec un AUC, une précision à 90%. Et si vous regardez la répartition entre le train et la test, c'est exactement la même sur la variable Y. Donc, l'idée de la stratification, c'est de faire en sorte que l'échantillon qui est généré sur la base de test et l'échantillon qui est généré sur la base de train aient exactement les mêmes répartitions pour assurer une certaine représentativité et éviter de voir que sur la base de tête, il y a des caractéristiques qui n'apparaissent pas. Donc ça, c'est une approche qui est même très utilisée. Même en banque, on utilise souvent cette approche, donc n'hésitez pas à la maîtriser. Et on peut faire également une boucle for, comme j'ai dit, pour pouvoir voir la stabilité de l'approche de validation croisée répétée sur une base de données indépendante. Vous le voyez, j'ai fait 10 itérations et aussi en moyenne, on est autour de 90%. Ça montre une bonne stabilité de cette approche en stratifiant et en changeant la graine. On arrive à avoir les résultats qui sont plus ou moins cohérents. La troisième approche qu'on va mettre en place maintenant, c'est ce qu'on appelle la validation croisée K-fold. Donc, avec l'approche train test, on avait également 2 ou 3 maximum bases de données. Avec K-fold, ce qui se passe, c'est qu'on divise la base de données en cas échantillon de taille égale. Donc, chaque cas échantillon a exactement la même taille. On entraîne le modèle sur K-1 données et on teste sur le K-ième groupe qu'on n'a pas sélectionné. Je vous montre comment on le fait sous Python. Vous le verrez avec sklearn. Donc, ici, j'instancie un objet de la classe K-fold ici. N-split, c'est le nombre de folds. Est-ce que je vais faire 5 groupes? Est-ce que je vais faire 6? Est-ce que je vais faire 10? Donc, ici, je mets le nombre de groupes. Et là, je fixe la graine pour pouvoir avoir la reproductibilité de mon code. Là, j'ai fait ma validation croisée avec cross-val score. Je mets la régression logistique qui avait été instanciée plus haut, l'ensemble des variables X, grand X, la variable Y. Je mets la méthode ici CV. De quelle méthode de validation croisée je vais mettre en place? K-fold, quelle est la classe que j'ai instanciée ici? Scoring, quelle fonction je souhaite optimiser. Ici, j'ai mis l'accuracy parce que je veux optimiser la précision. Si je faisais plutôt un modèle de régression, je pouvais mettre la MAE, la MSE, la RMSE. Donc, le scoring, c'est la fonction qu'on souhaite optimiser dans chaque fold. Ici, j'applique cela. J'affiche maintenant la précision, c'est-à-dire la fonction que je veux optimiser dans chaque fold. C'est ça qui s'affiche là. Et je fais la moyenne des différents folds pour pouvoir voir le résultat du modèle global. Ici, vous voyez que dans la plupart des fois, j'ai fait le graphique ici. On sera toujours autour de 90%. Premier fold que j'ai fait, on était à 89. Deuxième fold, on était à 90. Troisième fold, on descendait à 90,3 à peu près. Quatrième fold, on remontait vers 90,7. Donc, on avait plutôt une stabilité entre les folds. Et la moyenne des accuracies était de 90%. Donc, vous voyez bien que train test split ou encore K-fold ont à peu près les mêmes résultats. L'une des utilisations pratiques des K-fold, c'est de choisir les paramètres des modèles qu'on souhaite optimiser. Par exemple, lorsqu'on fait des forats aléatoires, on a souvent besoin d'optimiser déjà le nombre d'arbres ou encore le nombre de variables à sélectionner dans chaque arbre. Et pour ça, vous pouvez mettre en place une validation croisée K-fold pour pouvoir choisir le nombre optimal en fonction de votre performance. Donc voilà à peu près une utilisation pratique de K-fold. Après K-fold, vous avez également ici, j'ai mentionné les avantages. Bien sûr, les avantages de la validation croisée K-fold, c'est que c'est plus robuste et plus précis que roll-out parce qu'on fait sur plusieurs échantillons. Deuxième, c'est qu'elle permet d'obtenir des estimations plus fiables de la performance du modèle avec une moyenne. Troisième avantage, c'est que le K-fold, c'est très utile lorsque le jeu de données est petit et lorsqu'on souhaite maximiser l'utilisation de données. Roll-out train test split était très adapté sur de gros volumes de données. Lorsque vous avez de petits volumes de données, K-fold peut être plus adapté. Mais par contre, en termes d'inconvénients, c'est une méthode qui est très complexe. Vous voyez qu'on fait plusieurs modèles à faire, on fait la moyenne. Et en plus, le temps de calcul peut être très important. Un dernier inconvénient, c'est que si les folds ne sont pas choisis de façon représentative ou s'ils sont trop petits, vous avez un biais sur les performances de vos modèles. C'est la raison pour laquelle vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle les K-fold stratifiés qui vont venir corriger ce biais en fait des K-fold tout simplement. Donc pour K-fold stratifié en Python, vous avez dans modèle selection de sklearn stratify fold, toujours on instancie un objet de type stratify fold, on met le nombre de
default qu'on veut utiliser. Scroll val score pour pouvoir appliquer la validation croisée. On met le modèle, on met les variables, on met la variable expliquée. On met le type ici, c'est Stratify for que j'ai défini ici. Donc, à CV ici, ça donne juste la technique de validation croisée. On met la fonction qu'on souhaite optimiser et après, vous avez les résultats ici. En termes de schéma, vous avez quelque chose comme ça. Donc, avec la validation croisée stratifiée, je me suis rassurée qu'en fait, la répartition de la variable que je souhaite expliquer, que je souhaite prédire, est la même sur toutes les bases d'apprentissage et les bases de test. C'est un peu ça, stratification. C'est la même chose, c'est à peu près la même chose que le hold out stratifié. Ça permet de vous rassurer qu'on a une certaine représentativité des jeux de données. La dernière approche qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle leave one out. C'est une approche que personnellement, je n'ai jamais utilisée en pratique parce que c'est tellement long si on la met en place. Ici, c'est un cas école, on va dire, parce que leave one out consiste à diviser la base de données en n sous-ensembles, n étant le nombre d'observations totales de la base de données. En gros, on va faire le modèle avec n-1 observation et tester ses performances sur la dernière observation qui n'était pas dans la base de données. On va faire cela plusieurs fois sur tous les jeux de données, de telle sorte que chaque individu a été au moins une fois dans la base d'apprentissage et dans la base de test. C'est ça le principe de leave one out. Avantage, c'est que c'est la méthode d'évaluation la plus précise que les autres. C'est plus précis parce qu'on aura testé tous les individus. Elle permet d'obtenir des estimations très fiables de performance du modèle. Cette approche est particulièrement utile lorsque l'on travaille sur des petits jeux de données, dont le fait K-fold, Train Test Split sur des petits jeux de données. Vous pouvez mettre en place un leave one out. Ce comme inconvénient, c'est que le temps de calcul peut être très long. Si vous avez une base de données avec 1 million de lignes, il va falloir faire 1 million de modèles et ça, c'est assez lourd. Donc, c'est un peu moins efficace lorsque vous avez un grand jeu de données parce que ça va prendre un temps de calcul énorme. Donc ici, je l'ai fait en limitant bien sûr à 100 observations parce que ça devait prendre trop de temps. Sur la base de données qu'on a, comme vous voyez les performances ici, on a fait 100 modèles bien sûr et en général, on a des performances de 1 ou encore de 0 en fonction. Vous avez ici là 1, 0, 1, 0, 1, 0 à peu près. Vous avez également le leave payout. Donc one out c'était 1, leave payout c'est P, observation ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. Donc voilà globalement les approches que vous avez pour pouvoir faire de la validation croisée en Python. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Donc retenez bien qu'en pratique, chaque approche a ses avantages et ses limites. Donc, lorsqu'on choisit une approche, on doit être conscient de ses avantages et également des limites de l'approche. La plupart du temps, on met en place de la validation croisée, hold out, c'est-à-dire division, base d'apprentissage et base de test, et parfois même une troisième base de validation parce que c'est assez simple à mettre en place. Retenez bien que lorsque vous mettez en place cette approche, n'hésitez pas à faire plusieurs simulations en changeant la graine pour vous rassurer que les performances de votre modèle sont bien stables en fonction de l'échantillon choisi parce que les échantillons sont souvent choisis aléatoirement, donc n'hésitez pas à faire plusieurs itérations. Vous allez vous rendre compte qu'en pratique, on privilégie l'approche validation croisée K-fold, c'est-à-dire on divise la base de données en 4 parties identiques pour pouvoir sélectionner les meilleurs paramètres des modèles qu'on souhaite estimer pour éviter l'overfitting. Donc, on verra ça dans la suite de l'aventure. Pour ceux qui souhaitent savoir plus sur comment est-ce qu'on met en place un modèle de régression linéaire sous Python étape par étape, regardez cette vidéo. Si c'est la régression logistique sur une variable binaire qui vous intéresse, regardez cette vidéo. Donc voilà, nous sommes le 51e jour de ce challenge. Je suis toujours aussi motivée à partager avec vous. J'espère que vous également. Donc, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.